sommes ce soir avec Didier Gomez. Didier Gomez qui diffuse notamment le magazine Ufomania. Oui, tout à fait, oui. Magazine Ufomania avec vraiment de superbes illustrations de Pascal Potreau. Oh, voilà, oui, c'est notre infographiste qui Ouais, nous aussi, oui. qui éditait au départ une petite revue qui s'appelait OVNI Forum. Et on a fusionné il y a déjà 5 ou 6 ans. Et donc maintenant, il s'occupe essentiellement des couvertures, mais également d'autres produits, et notamment d'un CD-ROM qu'on a édité l'an passé en février. Un CD-ROM plus ou moins interactif. Et bon, il n'y a pas eu de grosse publicité là-dessus, hormis peut-être dans un numéro de VSD hors série. Voilà, donc il fait de superbes illustrations. Il en a fait pour la radio aussi, où il représentait la radio avec une imagination débordante. Oui, tout à fait, oui. Pascal Potreau, donc il faut s'en souvenir. Ufomania, on peut se le procurer comment ? Alors Ufomania, on peut se le procurer soit par abonnement, donc c'est la manière la plus directe et peut-être la plus facile. Donc je vais donner les coordonnées en écrivant à Gaillot, Saint-Pierre de Conils, 81 120 Lombers dans le Tarn. Donc il y a 2 formules. Une formule pour 4 parutions à l'année. Donc c'est une publication trimestrielle pour 18 €. Et une autre formule, on peut s'abonner pour 2 ans, donc pour 8 numéros, pour 32 € en envoyant votre règlement à l'ordre de l'association Planète OVNI. Voilà, c'est une revue qui existe depuis avril 93. Et puis nous avons aussi avec nous Thierry Rocher, cofondateur des repas ufologiques parisiens avec Gérard Lebas. Les repas ufologiques parisiens, c'est tous les premiers mardis de chaque mois. Tout à fait, depuis des années maintenant. C'est au Flunch, ancien Mélodine. Et c'est Alors en ce moment, jusqu'à la fin de l'année, au Flunch des Halles, et non pas au Flunch Beaubourg. Et l'adresse internet. Ah, il me refait le coup encore. C'est ifrance.com / les repas ufologiques parisiens / voilà. Pour en savoir un petit peu plus. Donc, on en revient à ce qui nous intéresse ce soir. Je vous rappelle pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant à 1h du matin, pourquoi pas. Après une soirée, nous faisons ce soir le bilan de l'année écoulée. L'année écoulée dans le milieu de l'ufologie, nous avons déjà traité des observations, des crop circles, des enlèvements. Nous en sommes arrêtés aux enlèvements en parlant des mutilations animales, des quantités d'enlèvements, des missing time et de l'étude de ce temps perdu ou de ce temps gagné, car on a appris que des personnes gagnaient du temps aussi, ce qui relance complètement le truc. Là, on s'arrête évidemment sur les implants qui vont directement avec les enlèvements, les abductions, les implants et la visite en France il y a environ un mois du docteur Lair qui est venu au repas ufologique parisien et qui a été sur notre antenne d'ailleurs juste après. Le soir même, oui. Le soir même, comme quoi c'est magnifique. Hein. Ouais. Donc, alors ces implants, déjà est-ce que c'est un sujet nouveau ou est-ce que c'est un sujet dont on parlait déjà il y a une vingtaine ou une trentaine d'années ? On en parlait il y a une vingtaine d'années. C'est un peu pareil que les enlèvements, c'était quelque chose de vraiment très annexe. Dans le nombre de cas, alors toute proportion gardée, dans le nombre de cas d'enlèvement, on n'a pas forcément des implants à chaque fois. Et puis parmi les gens qui disent avoir été implantés, il y en a un certain nombre qui n'ont pas de souvenir d'enlèvement. Ils se retrouvent avec des implants, mais c'est après qu'ils font la liaison avec le domaine extraterrestre. Donc c'est encore une autre variante. Oui, voilà, il y en a qui se rendent compte d'avoir des implants après, sans jamais s'en être rendu compte, sans se souvenir d'aucun enlèvement, et un jour, tout à fait, on se rend compte par une radio ou autre qu'il y a ces implants. Voilà, de manière accidentelle, ouais. Ou alors dans certains cas, l'implant est éjecté, comme c'est arrivé. Alors, plutôt que de rentrer dans le phénomène complètement fantastique pour un auditeur qui ne connaîtrait pas le sujet, qui est ce soir en train d'apprendre, qu'est-ce qu'un implant ? C'est gros, c'est petit, c'est électrique ? Alors, de ce que maintenant la littérature spécialisée dit, un implant serait un tout petit objet de quelques millimètres de long qui serait inséré dans le corps de l'être humain, soit au niveau du nez, soit au niveau des bras, mains, pieds, enfin, il y a certaines parties de prédilection, des fois même dans les organes génitaux, mais souvent c'est au niveau du nez. Et donc après, bon, cet objet-là,
Et il y a plusieurs hypothèses qui traînent autour de cet objet-là, quoi. À quoi sert-il? Est-ce qu'il sert à pister les gens à les suivre sur la planète? Est-ce qu'il sert à modifier leur état de conscience, à les modifier physiquement par émission électromagnétique ou chimique? Enfin, il y a beaucoup d'hypothèses. Et puis il y a même les hypothèses aussi, parlons aussi des hypothèses les plus simples et les plus rationnelles. Oui. C'est que pourquoi pas penser que le corps humain est capable dans certains cas de provoquer des implants. C'est-à-dire qu'on sait que le corps humain est tellement capable de faire des choses inouïes, que ce soit positif ou négatif, qu'on pourrait penser que le corps puisse produire, sécréter des choses qu'on prend pour des implants. Enfin, on va mettre l'étiquette extraterrestre dessus. Ne sont pas métalliques ces implants? Dans certains cas. Alors quand je dis... je ne vais pas expliquer les cas d'implants métalliques par quelque chose qui serait sécrété par le corps, mais d'autres implants, parce qu'on n'a pas retrouvé que des implants métalliques, quoi. On a retrouvé des implants à base de calcification ou d'autres éléments à base de carbone. On peut penser aussi que dans certains cas, le corps humain, un enfant puisse se blesser, se faire entrer dans la peau des objets dont et après il en oublie complètement le souvenir. Et l'objet, on le sait, hein, dans certains cas de chirurgie, des objets évoluent dans le corps, quoi. Ils sont rejetés petit à petit par le corps. Et puis un beau jour, adulte, l'objet émerge ou est détecté accidentellement par une radio tout simplement, quoi. Et c'est à ce moment-là que peut-être qu'une liaison va se faire entre cette émergence d'objets et puis l'entourage de la personne. Est-ce qu'il baigne dans un milieu ufologique? Est-ce qu'il peut être influencé par telle ou telle chose? Ça, c'est une explication. Mais il y en a d'autres. Hein. Mais vous avez reçu, tout comme nous, le docteur Lair, oui, récemment au repas ufologique parisien, ce que je rappelais tout à l'heure, au dernier repas ufologique parisien. Il dit avoir enlevé des implants extraterrestres, et il parle même de choses assez peu communes sur ces implants, notamment des réactions par rapport au corps. Est-ce que vous pourriez développer tous les deux sur ce sujet? Oui, moi je dois dire que le lendemain du passage de l'air dans votre émission, puis au repas, il y a un mois, je me suis rendu à sa conférence le lendemain, le mercredi 3, et on a pu voir justement des photos tirées des opérations et des extraits de films. Je ne sais pas si vous les avez montrés. Et moi, l'objet qui se déplace dans le corps, pour moi, ça, c'est pas convaincant, quoi. Pour lui, ça lui donnait vraiment l'impression d'échapper au doigt, à son doigt, alors que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il aidait vraiment l'objet à bouger sous la peau, quoi. Enfin, ça, c'est un avis personnel. Et puis sinon, de ces expériences, c'est vrai qu'elles sont intéressantes, elles sont troublantes, mais pour moi, elles sont trop limitatives. Il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'autres opérations chirurgicales, d'autres analyses pour vraiment commencer à être vraiment troublé. 11 objets, c'est... Bon, dans certains cas, c'est beaucoup, mais dans d'autres, je trouve que c'est assez peu, quoi. Pour cela, il faudrait qu'il ait les moyens financiers correspondants et qu'il ne soit pas forcément allié à des groupes qui ont une réputation, on va dire, pas sulfureuse, mais une réputation de secret, notamment le NIDS. Problématique, ouais. Didier? Oui, mais moi j'ai évidemment lu également le bouquin du docteur Lair. C'est vrai que j'ai pas pu être présent lorsqu'il est passé à Paris. Ce qu'on peut dire, c'est que par rapport aux opérations chirurgicales qu'il a effectuées, effectivement, il a retiré. Alors dans le bouquin, je crois qu'il y a une dizaine de cas, ou peut-être pas tout à fait. Enfin, il y a 7 ou 8 cas où il a opéré des personnes et il a extrait effectivement des implants qui sont, je crois pas plus gros qu'un centimètre ou quelque chose comme ça. Enfin, qui sont, je sais pas quoi en penser en fait. C'est relié encore une fois au phénomène enlèvement. À ma connaissance, encore une fois, il n'y a pas de cas en France, donc exact. Pour moi, c'est... Ça fait encore partie du folklore américain. C'est encore, c'est un peu le problème en ufologie, c'est qu'il y a, au départ, il y avait les observations de soucoupes volantes classiques, et puis ensuite, là, 50 ans après, on a les enlèvements, on a les crop circles, on a les implants, on a les mutilations, on a plein de choses, en fait, qui dévient un peu ou qui sont rattachés, mais bon, moi par rapport aux implants, j'ai pas trop d'informations hormis le bouquin de Lair qui donc a été traduit cette année.
voilà, j'ai pas un avis arrêté, quoi. Alors, il y a 2 cas tout de même en France qu'on peut noter, celui de Marie-Odile Martin, qui était intervenue sur notre antenne, notamment le soir de la venue du docteur Lair. Et si tu as écouté l'émission, tu as dû l'entendre. Tu pas de chance pour moi. J'ai raté ça. Donc Marie-Odile Martin, et puis l'un de ses amis aussi qu'elle n'a pas cité parce qu'il ne le voulait pas, à qui c'est arrivé aussi. Donc il y a des cas en France. On parle de terminaisons nerveuses aussi sur ces implants. Oui, apparemment, oui, il y aurait une recrudescence des terminaisons nerveuses autour de l'implant, dans les tissus qui entourent l'implant. Oui. Mais quand je vous écoute tous les deux parler depuis tout à l'heure, vous êtes là pour nous expliquer ce qui se passe dans le monde ufologique, vous qui le côtoyez de très très près, l'association dans le Tarn pour Didier Gomez et pour toi Thierry Rocher, les repas ufologiques parisiens. On dirait presque que vous regrettez ces phénomènes d'enlèvement, le fait qu'il n'y ait pas que des soucoupes uniquement, que vous regrettez les crop circles. C'est pas une question de regretter, mais disons que ça nous oblige à diversifier les recherches, et puis en fait c'est peut-être voulu tout ça. On arrive à un moment où on est perdu, quoi, parce qu'on ne sait plus par quel côté commencer. On ne sait plus si ça doit avoir un rapport ou pas. Moi tout à l'heure par rapport aux enlèvements j'évoquais mais très très rapidement les enlèvements français qui avaient lieu au cours des siècles passés. C'est pour ça que moi j'ai tendance à m'intéresser beaucoup plus à la symbolique du phénomène, parce que on s'aperçoit qu'il y avait des enlèvements, mais c'était pas des extraterrestres, c'était des sorcières ou le diable qui emportait les paysans. Donc on retrouve comme ça des similitudes, mais à des époques complètement différentes. Alors voilà, est-ce que le phénomène d'enlèvement c'est quelque chose vraiment avec les implants ou avec dans certains cas des mutilations, est-ce que tout ça c'est un phénomène bien physique, ou est-ce que au contraire on peut rattacher ça à d'autres concepts de recherche? La question mérite d'être posée. Moi j'ai mon petit avis là-dessus, mais bon. Très bien, vas-y. Ouais, moi je suis pas du tout convaincu que les enlèvements soient un phénomène physique. Mais justement pour ça, parce que on retrouve traces d'enlèvement dans le passé. Également par rapport aux implants, j'ai du mal à croire que ce sont des implants qui ont été mis là par une présence étrangère pour soit suivre les humains à la trace. Alors les implants, bizarrement, ils arrivent à une époque où on parle beaucoup de puces informatiques, on parle beaucoup de choses comme ça. Alors je trouve ça assez curieux, mais Bon, en même temps, je me permets de t'interrompre, mais en même temps, avait-on les moyens auparavant de les détecter? Mais non, sûrement pas, mais pour moi c'est encore un dossier qui apparaît là depuis quelques années, et pour lequel on n'arrive pas forcément à le mettre en relation directe avec les ovnis, bien que ça intéresse aussi le milieu ufologique. Mais bon, les travaux du docteur Lair ont le mérite d'exister et d'avoir à développer cette hypothèse-là, le fait que ces implants, ils existent, ils sont là, mais ensuite on n'arrive pas du tout à déterminer quel est leur but en fait. C'est vrai qu'on peut se demander, si les extraterrestres sont à l'œuvre, pourquoi laissent-ils des implants alors qu'ils ont la technologie adéquate pour enlever comme ils veulent, quand ils veulent les gens, leur trafiquer l'esprit comme ils veulent, et même, à mon avis, s'ils sont là, ils ont la technologie adéquate pour pouvoir faire ce qu'ils veulent sur les gens sans que les gens ne se rendent compte de rien. Donc c'est vrai qu'il y a des grandes questions. C'est comme pareil pour les crop circles, on en parlait tout à l'heure, en disant que si extraterrestres il y a, ils pourraient faire des crop circles gigantesques pour vraiment clore le problème. Ça y est, c'est un truc c'est un pictogramme qui fait 10 km de longueur, et puis ça y est, là, le problème il est tranché là, on sait que ça peut pas être fait par la main de l'homme. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que tu me dis que les extraterrestres ont sûrement le pouvoir de faire telle ou telle chose assez incroyable, c'est-à-dire de provoquer des enlèvements, de capturer une personne quand ils le désirent.
Et en même temps, tu as du mal à cautionner cette théorie de l'implant, qui est finalement beaucoup plus simple. Cet implant, c'est quelque chose d'assez physique, c'est même ce qu'on peut retrouver maintenant dans les puces, on avait fait une émission avec Didier là-dessus. Ouais, tout à fait. Ce qu'on peut retrouver dans les puces, on en a sur une montre ou même sous la peau aux États-Unis, ça y est, c'est vendu. Ça marche très très bien, comme ça on sait si ces enfants sont allongés, en position donc allongée alors qu'ils devraient être en cours, ou s'ils sont dans un périmètre interdit. C'est plus simple. Imaginons un être venu d'une autre planète, d'une autre dimension ou autre, qu'importe, qui souhaite pister une autre personne. Car ces études ont commencé sur cette personne, quoi de plus simple que de mettre une sorte de petite balise GPS dessus et puis hop là. Oui, on peut se poser la question, mais on pourrait se dire aussi que je pense que il y a peut-être aussi des technologies, enfin si elles existent, des hautes technologies qui sont indiscernables de la science humaine. On pourrait peut-être pister les gens selon leurs ondes au niveau cerveau ou leur battement de cœur. Enfin, il y a peut-être des procédés qu'on ne connaît pas encore qui sont au-delà de l'implant. Donc, on dirait que c'est fait exprès, les implants, pour que ça attire l'œil des autres, des humains, quoi, je dirais. Mais c'est assez intéressant ta démarche intellectuelle, car tu nous dis qu'il est possible qu'il existe des sciences qu'on ne connaît pas encore, qui permettent de retrouver une personne quand l'énergie dégage son cerveau ou les ondes que dégage son cerveau. Donc il est possible que ça existe. Et en même temps, quand tu vois cet implant qui est mis dans le corps, tu ne fais pas le rapprochement. Tu préfères croire à une chose qui pourrait exister plutôt qu'à quelque chose qu'on voit actuellement sur lequel on peut plancher. Je dirais que les implants à l'heure actuelle peuvent avoir plusieurs explications. Donc je reste prudent. D'accord. Je reste prudent. Le seul rapprochement que l'on peut faire pour l'instant avec les ovnis et le phénomène enlèvement, c'est que les personnes qui ont été opérées par le docteur Lair, ont décrit une expérience d'enlèvement avec l'apparition d'un ovni. Voilà, c'est la seule relation qu'on peut faire actuellement, quoi. Mais par rapport à l'implant, par rapport à la texture, par rapport au métabolisme de l'implant, les résultats ne donnent rien. Et pour revenir en même temps à ce que tu disais tout à l'heure, où tu as l'impression qu'on était un peu déçu par cette surenchère de phénomènes, non, pas du tout. Moi, je trouve que c'est très intéressant, mais c'est toujours pareil. Je trouve qu'il faut garder, faut que tout soit en fonction de. Il y a des proportions dans tout ce genre de phénomènes. Il y a des phénomènes qui vampirisent un peu trop les autres, et il y a toujours des choses très intéressantes, mais il y a une espèce de surenchère médiatique sur les enlèvements, on en parle systématiquement, les implants, on en parle maintenant depuis des années. Il y a beaucoup de choses qui viennent des États-Unis dont on nous rebat les oreilles aussi, mais il y a des choses qui sont très intéressantes qui se passent dans d'autres pays et dans l'ufologie classique entre guillemets aussi, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans d'autres pays ? Je dirais tout ce qui. Tu as par exemple, moi, il y a des cas très intrigants. Des zones très intrigantes qui m'intéressent beaucoup. Par exemple, les zones qui sont les Brown Mountains, où il y a beaucoup d'observations, les lumières de Marfa, Esdalen, ou alors en Chine, je sais qu'il y a 2 endroits en Chine, il y a en Australie les lumières Min-Min, ça c'est des trucs qui m'intéressent beaucoup. Esdalen, il y a une webcam qui est branchée 24 heures sur 24. Oui. Des cas récurrents, des zones récurrentes aussi en Écosse aussi. Il y a une zone auprès des mines de cuivre où on voit souvent des observations depuis des années. Ça, c'est des choses qui mériteraient d'être étudiées et suivies scientifiquement avec des gros moyens, quoi. Et s'il y avait des personnes sur place qui viendraient nous dire qu'elles ont été enlevées, est-ce que ce sujet perdrait de son sérieux pour toi ? Ah non, ça reste intéressant quand même, hein. Je les rejette pas. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un déplacement sur la balance de certains phénomènes qui viennent un peu dévier tout ça. D'accord. C'est vrai, qu'il y a une emprise en fait de tous les sujets qui ont cours aux États-Unis, hein, donc les enlèvements, les mutilations, les implants, tout ça vient des États-Unis. Même dans ce domaine-là, encore les États-Unis viennent nous. C'est vrai qu'il y a des pays. Je rappelle les implants en France, tout de même. Il y a des pays. Oui, mais là par contre je connaissais pas, j'étais pas au courant, mais bon, tout ce genre d'informations un peu sensationnelles, avec au-dessus l'hypothèse extraterrestre, puisque autant les phénomènes d'enlèvement que les implants, que les mutilations,
c'est dans l'esprit des gens, ou je dirais une grosse majorité dans le milieu ufologique relie ça à l'hypothèse extraterrestre. Voilà. Oui, d'accord, mais là quand même, enfin, on va peut-être jouer sur les mots, puis on va clore sur le sujet après, mais tu me dis tous ces événements sensationnels, les enlèvements, les mutilations animales, mais le sujet OVNI en lui-même est quelque chose de sensationnel. Enfin, je ne pense même pas qu'on puisse faire une différence entre les deux. Voir un objet voler dans le ciel qui ne ressemble pas à aucun objet humain. Mais moi, je mets ça sur, je dissocie complètement les enlèvements et tous les phénomènes que l'on rattache, les phénomènes connexes que l'on rattache aux ovnis, dont notamment les implants et les mutilations. Je dissocie tout ça des observations classiques et des apparitions. Parce que moi, je m'en tiens plutôt au témoignage, et avant tout au témoignage, plutôt que... ce qui me dérange dans les enlèvements, c'est que ça... Enfin, moi j'ai la conviction que ça n'existe pas d'un point de vue physique. C'est quelque chose qui se passe... Alors je dis pas, attention, je ne suis pas partisan de l'hypothèse socio-psychologique, mais je pense qu'il y a eu un acteur, une intelligence qui agit en fonction du cerveau humain, et peut-être qu'aux États-Unis ça va prendre la forme d'un enlèvement, donc les gens vont voir un vaisseau avec des humanoïdes, ils vont subir des expériences, ils vont avoir, suivant les cas, des implants ou pas. Bon, ça c'est un aspect du dossier qui est plutôt aux États-Unis. Peut-être que en Yougoslavie ou ailleurs, ça va être plutôt une apparition de la Vierge Marie. Peut-être que dans un autre pays, ça va être une NDE. Je veux dire, je pense qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça et pas s'attarder spécifiquement sur ce que les témoins décrivent. Alors c'est vrai que quelqu'un qui dit, il y a eu pas mal de bouquins là-dessus, publiés essentiellement aux États-Unis, quelqu'un qui dit j'ai été enlevé à bord d'un vaisseau, voilà, j'ai eu un missing time, j'ai un implant. Tout ça, c'est ce que je voulais dire par sensationnel, c'est que ça attire tout de suite, de suite les gens. Mais ça ne correspond pas forcément à la vraie nature du phénomène. Et puis on peut voir aussi jusqu'où ce genre de domaine a pu nous emmener, enfin, ou déraper entre guillemets, parce que c'est allé loin, quoi. Je veux dire, on entend parler de bases extraterrestres avec des bocaux, avec des éléments humains, ou des embryons. On entend parler de cas de personnes enlevées qui ont perdu leur fœtus, qui après sont réenlevés, et puis on leur montre leurs enfants. Alors ça c'est pareil, c'est la surenchère, quoi. Je te coupe, mais ça on retrouve exactement ça dans les récits anciens avec les changelings, où les fées substituaient leur fœtus. On retrouve les mêmes récits, mais pas à la même époque. Donc c'est pour ça que il faut pas forcément s'attarder. Il faut s'attarder au sujet, mais il faut pas forcément s'arrêter aux descriptions qui sont faites, même par agression sous hypnose, parce que ça correspond pas forcément à la réalité. Mais il y a quand même des choses troublantes dans ce milieu de l'ufologie. Je prends le cas de Jimmy Gueux, auteur assez controversé, mais qui a tout de même abattu une masse de travail assez impressionnante. Jimmy Gueux disait des choses à une certaine époque, et tout le monde lui riait au nez. Il a été discrédité, notamment par le fait qu'il écrivait des romans en même temps où il mettait toutes ses idées dans ses romans. Il a été discrédité, sauf que maintenant, en 2003, on reprend certaines des idées qui lui ont valu les pires moqueries il y a une vingtaine d'années. Et ces idées, les tenaient des États-Unis. Peut-être, mais en tout cas, je vois que les choses avancent tout de même. Je sais pas si elles avancent dans le bon sens, je n'en ai aucune idée, je ne vais pas me faire juge, mais les choses avancent, et ces idées qui à l'époque paraissaient complètement farfelues, les bocaux, les fœtus, etc. Mais il faut dire que ces idées, il les a repris d'informations, c'est les théories à lire à Cooper à cette époque-là, et ça a traversé l'océan. C'est vraiment
Gemmigue qui les a popularisés à partir de 86-87. Ça correspond aussi au bouquin de Strieber et de Hopkins. C'est un peu dans c'est vraiment la même époque, époque charnière. Alors, avant de conclure le sujet des implants, parce que là on est en train de s'éloigner dans un thème général, vous pourrez en discuter avec les auditeurs d'ailleurs dans quelques instants. Est-ce que dans les repas ufologiques parisiens, le thème des implants est devenu très présent, même avant la venue du docteur Lair? C'est un thème régulier, comme tous les autres thèmes, ça revient vraiment très régulièrement. Oui, ça fait partie de l'actualité ufologique, quoi. De toute façon, on peut pas. Je crois que le domaine est tellement multiforme, protéiforme, que forcément, ça revient à chaque mois. Alors, nous allons maintenant prendre du temps pour parler des différentes théories OVNI. Parlons, pourquoi pas, de la propulsion des OVNI. Nous avions eu sur cette antenne 1 heure durant 2 personnes qui s'entretenaient au sujet de la propulsion des OVNI. Ces 2 personnes, c'était Jean Paulion et Jean-Pierre Petit, qui étaient ensemble à l'antenne. Et nous avons eu aussi toute une nuit, une très belle nuit, Éric Julien, qui était passé nous faire un exposé de 6 heures, de 5-6 heures, avec un dossier énorme. Éric Julien, d'ailleurs, que nous espérons recevoir très bientôt sur cette antenne. Éric Julien qui était venu nous parler de la propulsion des OVNI. Alors, est-ce que ça fait encore couler beaucoup d'encre dans le milieu ufologique, ça? Je pense que, de ce qu'on peut entendre au niveau des repas, on en est resté aux explications les plus connues. Bon, je dirais la MHD, c'est la plus populaire actuellement. Pour les connaisseurs, avant, il y avait celle de Plantier, la théorie de Plantier en 54, qui a peut-être même servi par certains côtés de base à la théorie de la MHD. Mais sinon, à part ça, d'autres théories concernant la propulsion dans ce domaine-là, je me demande, peut-être que Didier, toi t'en sais un peu plus là-dessus, mais moi c'est souvent ces deux-là que j'entends parler. Oui, c'est les deux qui reviennent le plus fréquemment. Moi, ce qui me dérange un peu quand on parle de propulsion, c'est que on sous-entend forcément qu'il s'agit d'un objet volant, d'un véhicule aérien. Et les OVNI, pour moi, tout ce qu'on peut apparenter au phénomène OVNI et à ses apparitions, pour moi, sont autre chose qu'un simple ou que des simples objets aériens. Donc moi, ça me dérange un peu d'évoquer la propulsion parce que pour moi, un phénomène OVNI, ça peut très bien être, comme je l'ai dit tout à l'heure, aussi bien une NDE qu'un enlèvement, et donc il n'y a pas forcément d'engin ou de vaisseau spatial, entre guillemets, pour qu'il y ait un phénomène OVNI qui se produise. Donc la propulsion, c'est déjà aiguiller les gens vers une idée, vers une explication qui, moi, ne me satisfait pas. Donc, oui. Mais on se pose tout de même des questions quand on voit un objet faire un angle à 90 degrés. C'est assez étonnant. Certains parlent maintenant, et ça fait même des années qu'on en parle, mais on en parle de plus en plus de dimension, de saut de dimension, et non pas d'un objet qui viendrait de l'espace forcément, et qui viendrait d'une autre dimension, ce qui expliquerait ces virages, car rentrer... Ou on peut parler aussi de projection. Si c'est un phénomène qui est projeté par une technologie, on peut donner l'effet de déplacement instantané, de virage instantané. Donc on n'est plus dans le domaine de la propulsion, on est dans le domaine de la projection, avec tout ce que ça peut sous-entendre. Oui, qui viendrait d'ailleurs, qui s'avérerait vérifiable justement dans pas mal de cas d'observation où les témoins décrivent le phénomène s'est éteint comme on appuie sur un interrupteur, donc tout d'un coup, où il est apparu tout d'un coup. Donc c'est vrai que de plus en plus maintenant on considère que plus on considère davantage une explication soit par projection, soit par une autre dimension, plutôt que de voir une explication comme laisser entendre les observations de l'automne 54, de vraiment de soucoupes volantes. Alors quelle est l'origine de la propulsion des soucoupes volantes? Il y avait plein d'articles à l'époque, dans les années 50, mais j'ai l'impression qu'il faut abandonner cette idée-là. Ou alors qu'il faut suivre vraiment creuser la voie et puis penser que pour je veux dire, tout ce qui est propulsion,
ça veut dire creuser l'hypothèse extraterrestre, quoi. Voilà. C'est vrai qu'un des pilotes d'avion que nous avons interviewé sur cette antenne nous disait avoir l'impression que la machine qu'il suivait, parce qu'il a vu clairement de son cockpit une machine le suivre de gauche à droite, de droite à gauche, se rendait compte au moment où il tournait la tête qu'elle était regardée et changer de côté justement. C'était assez intéressant comme témoignage. Et nous avons interviewé, d'ailleurs je le dis pour les auditeurs qui ne le savent pas, des pilotes qui le soir même reprenaient leurs avions, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui avaient été écartés par leur direction de leur job et ils sont intervenus sous leur vrai nom et il y en a même un que j'ai interviewé qui m'a dit il faut faire vite parce que là je dois partir, j'ai un vol ce soir. Donc c'est pas des personnes qui n'ont qui n'ont plus de carrière, qui n'ont plus rien, non, ils continuent leur métier, ils osent témoigner sur ce genre de sujet. Donc c'est assez intéressant à noter. J'en entendais certains là derrière le poste en train de se dire ouais mais bon les pilotes comme ça ils sont en manque de publicité. Non, ce n'est pas le cas. Donc effectivement c'est cette théorie des dimensions qui expliquerait bien ces virages, notamment pendant la vague belge, de nombreux témoignages, et dans le ciel des pilotes de jet, des pilotes d'avion qui voient des appareils avancer à une vitesse incroyable, faire des virages à 90 degrés, enfin des choses inexplicables à part si on parle des dimensions ou des projections. Et ça anime toujours le milieu ufologique, c'est toujours... tout à fait, comme il y a 50 ans. Hein, pareil. Exactement, ouais. Bon, même, je pense que de manière plus théorique que pratique, parce qu'on a moins de cas actuels, récents, qui nous décrivent des déplacements comme ce qu'on a rencontré dans les années 50-60 avec virage à angle droit, zigzag, descente en feuille morte ou remontée en feuille morte, looping, etc. quoi. Donc, mais ça, c'est une discussion qui n'en finira jamais. Est-ce qu'on peut se permettre d'éloigner le cas des projections quand on se souvient des traces d'herbes brûlées sur le sol? Alors là, il faut peut-être faire un distinguo entre... On revient au micro-ondes, on revient au crop circle. Ouais, ça dépend. Il faut peut-être faire un distinguo entre les observations des traces, parce que c'est l'éternel problème aussi. On peut avoir une observation. Alors, tout dépend du type d'observation. C'est toujours pareil, parce que dans certains cas, certaines observations, les témoins ou les enquêteurs ont voulu absolument trouver des traces. Et on peut trouver des traces quand on fouille la campagne dans la direction de l'observation. On va forcément trouver quelque chose d'étrange. Quand on veut de l'étrange, on en trouve. Mais dans d'autres cas d'observation rapprochée, avec objets lumineux posés sur le sol, là on a des effets qui sont vraiment tangibles. La lavande qui ne repousse plus, par exemple. Par exemple, à Port-Valençol ou Tros-en-Provence, où là il y a eu des traces assez intrigantes quand même, quoi. D'un objet qui quand même s'est posé à, je crois, 45 cm d'un muret de... Enfin la trace est à 45 cm d'un muret de briques. Et qui a même dérapé légèrement, quoi. Donc, comme s'il était mal téléguidé. Didier ? Oui, mais c'est pour ça que c'est difficile d'évoquer le sujet de la propulsion. On ne sait pas en fait. En fait, la question c'est celle-là, c'est que est-ce qu'il s'agit vraiment de propulsion, est-ce qu'il s'agit de projection, est-ce qu'il s'agit d'une dimension. Il y a dans certains cas effectivement comme le cas de Trans-en-Provence, on a l'impression, c'est ce qui ressort du témoignage, qu'il s'agit vraiment d'un engin qui a une propulsion propre. Donc c'est difficile, quoi. On peut juste refaire le point, messieurs, vous connaissez bien le sujet, mais sur Trans-en-Provence, en une minute, rebrosser le décor. Didier ou Thierry? Eh bien, donc, alors, le 4 ans en Provence, ça doit, si mes souvenirs sont bons, remonter à janvier 81. Monsieur Nicolai était dans son jardin en train de travailler sur un petit bâtiment annexe, je crois, et il a vu, par contre, je me rappelle pas de l'heure, dans le cours de l'après-midi, je crois, il a vu apparaître un objet style sphère aplatie, très aplati, descendre en direction de son terrain. Son terrain est composé de paliers successifs. C'est un terrain en pente, donc qui ont été structurés en étages. Et l'objet qui avait à peu près une taille de, je dirais peut-être 2,50 m de largeur,
est venu se poser sur le terrain, sur un terrain pierreux et semi-végétal. Et puis au bout de quelques secondes, l'objet est reparti. Donc le témoin, je crois qu'il s'est pas rendu compte, il s'est pas déplacé tout de suite sur les lieux. Ça doit être plus tard avec sa femme, ou enfin bon, c'est pas sur le moment. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des traces. Et puis c'est après qu'il a contacté les personnes adéquates, quoi. Mais pourquoi est-ce que ce cas est aussi marquant dans le monde de l'ufologie en France? Bah oui, pourquoi? Merci pour la perche. Tout simplement parce que ce cas a été enquêté par la gendarmerie et en même temps par le CEPRA. À l'époque, c'était le GEPAN. Et des analyses ont été faites sur les traces, notamment sur du végétal recueilli, et on s'est rendu compte que suite aux analyses, les végétaux avaient subi des altérations qui ne pouvaient pas être faites par des moyens conventionnels, ou alors des gros moyens électromagnétiques qui n'auraient pas pu tenir sur place, quoi. Voilà, comme ça en Provence, dans un champ de lavande. Enfin, la lavande, c'est un autre cas. C'est le cas de Oui, c'est le cas de... Pardon. Pas tout à fait comparable. Et le GEPAN avait d'ailleurs publié un rapport dans lequel il disait il y a des examens donc, qui ont été faits par plusieurs laboratoires différents sur le sol, sur la terre, sur là où l'engin entre guillemets s'était posé, et ce rapport, je crois, concluait qu'il y avait eu un événement de grande ampleur qui s'était produit à cet endroit précis. Exact, oui. La note technique numéro 16, je crois. Oui, sûrement. Alors, faisons un détour... Non, on va rester encore quelques secondes sur les théories ovni. On parle des théories ovni et notamment de celles qu'auraient les États-Unis, de la puissance qu'auraient les États-Unis, de maîtriser une puissance supérieure. On dit souvent que ce ne sont pas forcément des ovnis, mais pourquoi pas des objets militaires américains. On a parlé aussi de la puissance de frappe qu'aurait eu le régime nazi, celui d'Hitler durant la guerre de 40. Est-ce que ce sont encore des sujets qui sont traités actuellement? On a vu un article très intéressant de Monsieur Roder dans le dernier Top Secret, Jean-Marc Roder, qui était chez nous il y a 2 mois et qui reviendra sur cette antenne. Est-ce qu'on en parle encore de ça? Là, je dois dire que c'est beaucoup plus entre initiés, ou alors ceux qui en parlent se basent sur ce qu'on a pu lire dans certains livres ufologiques, mais il faut vraiment connaître un peu le domaine pour se pencher sur la question de la soucoupe allemande. Moi, par contre, en complément, je peux vous donner aussi une bonne référence qui est le livre de Joseph Alterac par aux éditions Ancrage, qui avait fait une étude très intéressante sur la soucoupe allemande, où il est allé fouiller dans tout ce qui est documentation à ce niveau-là, et on se rend compte que contrairement à ce qu'on pourrait croire, la plupart des sources non pas remontent à la guerre, mais juste après la guerre, dans les années 50. Didier? Oui, en fait, je pense qu'on n'évoque plus trop le sujet des soucoupes volantes nazies. Je pense que ça a été un moment d'actualité au sortir de la guerre, peut-être, mais je pense pas que ce soit un sujet qui soit vraiment étudié de près par les milieux ufologiques. Je pense que c'est un peu tombé aux oubliettes. Eh bien, nous y reviendrons avec Jean-Marc Roder sur cette antenne. Ça reste très intéressant. Oui, c'est vrai qu'on en a parlé aussi avec l'histoire des Foo Fighters, donc on pensait vraiment que les Allemands avaient développé une technologie de pointe par rapport aux Américains. Alors maintenant, on va faire une parenthèse sur les anomalies photos et sur les photographies en général. Nous avions la semaine dernière Monsieur Dain sur le plateau du photo.org, Jean-Philippe Dain, qui était venu nous voir pour nous parler de ces anomalies photos. Est-ce qu'on en croise toujours autant sur les sites internet? Est-ce que c'est toujours la folie de la photo? Didier? En fait, c'est vrai que, je reprends encore ce que je disais tout à l'heure par rapport aux journalistes. Souvent, on nous demande, quand il y a un article qui est en cours, de fournir une photo, une belle photo d'OVNI. C'est vrai que ça intéresse pas mal de gens en guise de preuve, en fait.
mais moi personnellement, je suis incapable de fournir une photo, hormis celles qui sont avérées comme fausses, de canulars, d'enjoliveurs jetés en l'air et photographiés. Il y a très peu de photos fiables en fait. Et je sais que Jean-Philippe en a recensé pas mal sur son site. D'ailleurs, il s'est spécialisé là-dedans, dans la photographie ufologique. Donc c'est une très bonne chose. Mais voilà, personnellement, moi, j'ai pas eu beaucoup entre les mains de photos. Alors, même des photos truquées, j'ai pas eu trop l'occasion d'avoir accès. Vous êtes plus prudent qu'auparavant, tout de même, avec les photos? Il faut dire aussi que la technologie, la technique photographique a tellement évolué, ce qui fait que maintenant, il y a de quoi être prudent. Et de toute façon, il faut dire que la photo n'est plus une preuve, ne l'a jamais été, parce qu'en tant qu'élément, je dirais que l'élément photo, il est intéressant dans la mesure où il vient corroborer d'autres types de preuves, un témoignage humain, ou une détection magnétique, ou une trace. Ça, c'est vraiment l'élément qui va venir ajouter dans la balance, avoir son poids dans la balance. Justement, les photos, donc on en parlait la semaine dernière lors de l'émission que nous avons réalisée avec Patrick Laurent sur le col de Vence, sur ce qu'il avait pu voir au col de Vence et sur ces photos sur lesquelles apparaissent des points noirs qui n'étaient pas là au moment de la photographie, et on retrouve ces points qui ressemblent à des masses physiques qui ont été étudiées par des laboratoires, ceux qui développaient justement ces films, car ils réalisaient un reportage. On ne sait pas exactement ce que sont ces points, et il y a de nombreux témoignages au col de Vence de personnes qui ont vu des choses étranges, mais ça reste quand même assez troublant quand on voit ce genre de photos. Notamment. Il y a aussi les points blancs aussi qui apparaissent de nuit. Alors ça, oui, les points blancs qu'on retrouvera plus du côté de Bugarache. D'accord. Dans les lieux religieux et autres. Ça, c'était, dans le milieu ufologique, c'est par le biais du col de Vence qu'on a entendu parler de ça. Col de Vence, Bugarache, ça nous amène à notre prochain sujet, les hypothèses sociaux concernant les ovnis. C'est-à-dire que l'être humain adapterait à sa pensée des phénomènes qui ne sont pas forcément surnaturels, compte tenu de son contexte social, de son appartenance sociale, de sa culture, de ce qu'il a pu entendre auparavant. C'est une théorie que vous-même développez ? Ça fait partie des théories qui sont toujours véhiculées, quoique moins forte maintenant par rapport aux années 80, puisque l'émergence de la sociopsycho est vraiment apparue à partir de 79-80 avec les anciens croyants devenus incroyants entre guillemets. Disons que le milieu a vraiment émergé à partir de les deux livres qui ont vraiment tout fait basculer. C'est le livre de Michel Monnery, Le naufrage extraterrestre, et si les ovnis n'existaient pas, et le livre de Barthélemy Brucker sur la vague de 54 notamment. Et c'est à partir de là qu'on a vu apparaître ce mouvement socio-psycho qui après, je dirais, a été, caractérisé par... Il y a des noms qui émergent dedans, Thierry Pinvidic, Claude Mauger, Bertrand Meust, Barthélemy Brucker, etc. C'est chez nous il y a 2 semaines, Bertrand Meust. D'accord, ok. Voilà. Qui lui était plus... il a pris une variante, je dirais, plus liée à l'ethnologie, le folklore, la science-fiction, quoi. Il y a eu également un troisième facteur qui rentre en ligne de compte, c'est qu'il y a eu une très forte baisse de l'activité ufologique. Il y a eu effectivement le bouquin de Monnery et de Barthélemy Brucker, mais il y a eu aussi une période au début des années, de 80, des années 80 en fait, des années 82, 83 jusqu'à 88, où il y a eu très très peu d'observations de recensées. Donc en fait les chercheurs se sont posés beaucoup de questions, et puis on en est venu à évoquer l'hypothèse socio-psychologique, mais pour dire que finalement il y avait peut-être rien de bien concret derrière le phénomène ovni. Alors, vous qui étudiez tout cela, est-ce que actuellement dans le milieu ufologique, de la part des simples personnes intéressées ou de celles qui sont en avant sur la scène, qui font paraître des livres, de ceux qui gèrent des sites internet, est-ce qu'on fait un lien actuellement de plus en plus, moi j'en ai l'impression, entre le paranormal et les ovnis?
Oui, moi j'ai l'impression, j'entends aussi de plus en plus autour de moi les gens qui font, les chercheurs qui font la relation justement, comme je le disais tout à l'heure, avec aussi bien les NDE, tout ce qui peut avoir un lien avec les phénomènes de hantise, le sujet OVNI, tout ça. J'ai l'impression qu'on a un peu changé d'optique, peut-être depuis les on parle toujours d'un vaccin 54, c'est vrai que on n'avait peut-être pas tous les éléments au début des années 60 pour s'apercevoir que le phénomène est bien plus compliqué à mon sens que l'hypothèse extraterrestre classique. Moi c'est vrai que actuellement je me considère plutôt comme un anti hypothèse extraterrestre. Mais bon, c'est vrai que j'ai longtemps pensé que ça pouvait peut-être être la seule explication possible, mais actuellement et au vu des différentes lectures et au vu des différents types de phénomènes qui se produisent, j'ai le sentiment qu'il faut aller plus loin de la réflexion et peut-être relier tout ça au paranormal et peut-être moi je dirais j'avais fait un article dans le numéro 36 du Fomania sur les capacités inexplorées du cerveau, et moi je dirais peut-être chercher davantage vers une hypothèse socio-psycho, mais pas dans le sens négatif comme ça avait été entrepris par Barthel et Brucker, notamment pour vraiment négationner les, je sais pas si c'est un terme qui est très français, mais pour vraiment casser les témoignages, mais plutôt en tant qu'explication possible au niveau des capacités du cerveau que l'on connaîtrait pas. Donc, il y a peut-être quelque chose d'extérieur qui agit sur le cerveau humain et lui fait voir des soucoupes ou des choses insolites. Voilà, donc je pense que il y a de plus en plus maintenant de chercheurs qui se dirigent vers ces hypothèses-là. Il y a eu aussi à une époque l'hypothèse maléfique. Bon, ça, je veux dire, il y a eu, moi j'avais listé plus de 40 hypothèses différentes pour expliquer le sujet. Il y en a qui sont plus ou moins farfelues, mais je pense que personne ne détient la vérité malheureusement. Mais je me relie directement moi à l'émission qui a eu lieu la semaine dernière ici, que je trouvais vraiment intéressante quant au témoignage de Patrick Laurent, qui n'a rien à gagner à dire ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu, et qui se retrouve caillassé sur 25 km, sa voiture caillassée par des pierres qui sont clairement apparues devant ses yeux, qui sont même tombées dans la voiture, des pierres qui sont tombées à l'intérieur de la voiture, qui n'auraient pas eu possibilité de rentrer, des pierres ou des gravillons. 25 km sur une durée de 25 km, des pierres qui sont lancées sur des personnes qui viennent sur l'endroit, sur le lieu, et qui ne croient pas du tout à ce genre de phénomène, enfin l'esprit fermé, mais le sceptique dans le mauvais sens du terme, et ça aussi on y reviendra en fin d'émission. On parle de ces phénomènes-là, de bruit dans la nuit, et là on lit clairement le paranormal au phénomène OVNI, car on fait aussi allusion dans ce qu'il a vu au col de Vence à des ovnis. Il y avait d'ailleurs une secte à une certaine époque au col de Vence qui attendait la venue des ovnis. Bref, les phénomènes sont en train de se lier. Mais ce qui se passe au col de Vence, est-ce qu'on est vraiment certain qu'il n'y a pas de la manipulation ou des gens qui cherchent à faire croire certaines choses à d'autres personnes? Il faudrait qu'il court très vite sur 25 km quand même. D'accord, ok. Enfin, je ne sais pas non plus quelles sont les réponses. Question naïve. Mais sur 25 bornes... Mais je sais, ça rappelle certains cas de hantise dans les années 70 où des maisons, des témoins qui vivaient dans des maisons ont reçu des grêles de pierre sur le toit. Oui. Un mot à ajouter sur le col de Vence, sur le lien OVNI et paranormal, sur Bugarache aussi, dont on parle énormément. Le lien OVNI paranormal, il a déjà été... Enfin, il est apparu chez nous en France à peu près vers 78 avec le livre de Viroudi, qui était le premier à faire la liaison entre les deux. Et après, il a été expérimenté sur le terrain par certains groupes qui faisaient carrément de la surveillance et des expériences...
parapsychiques pour attirer ou rentrer en contact avec les ovnis. Bon, ça a été repris aussi après par certaines sectes ufologiques, mais déjà à cette époque-là, on parlait, on expérimentait ça à tort et à travers, quoi. Mais c'est vrai que maintenant, on constate de manière générale que le paranormal est beaucoup plus lié qu'à une époque avec l'ufologie, mais peut-être aussi est-ce dû au fait que tout s'est médiatisé à tous les niveaux et on a tendance à faire des liaisons beaucoup plus facilement qu'avant. Disons que tout est moins tranché qu'à une certaine époque. Mmh. Didier ? Oui, je suis tout à fait d'accord. Entièrement d'accord avec Thierry sur ce point. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2 dans l'émission du mardi soir, La Vague d'OVNI. Nous sommes avec Thierry Rocher et Didier Gomez. Nous faisons un plan général sur l'année écoulée en ufologie. Vous êtes à l'écoute de Radio Ici et Maintenant, 95.2. À l'instant, c'était Alan Parsons Project avec Eye in the Sky. L'œil dans le ciel. Nous sommes avec Didier Gomez pour la traduction. Nous sommes avec Didier Gomez et avec Thierry Rocher. Et nous sommes aussi avec Dominique. Dominique, bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, moi j'ai une expérience un jour de voir quelque chose qui restait toujours un point d'interrogation. Je me suis assez intéressé à la littérature sur les ovnis et je n'ai jamais vu ce genre de témoignage. J'ai pas tout lu, évidemment. Alors, c'était au printemps 92, dans la région dans le centre de la France. Et un soir, je travaillais, et un soir, vers 2h du matin, je suis sorti, j'avais écrit une partie de la nuit, puis je suis sorti pour prendre l'air, et puis j'ai vu au loin un point lumineux qui décrivait un arc de cercle parfait, assez lentement, et en va-et-vient, comme une balançoire. Et ce point lumineux devait se trouver très très loin, peut-être, je sais pas, à 25 km, ou j'en sais rien. Ça, je pouvais le voir parce qu'il y avait des nuages et que ça donnait de la perspective. Et je voyais que c'était très loin. Et que l'arc de cercle, qui était parfaitement horizontal, hein, c'est-à-dire qu'il partait d'un point puis il arrivait à l'horizon de ce point en parcourant un cercle par le bas, cette distance entre les deux points devait être énorme. Vu la distance à laquelle moi j'ai évalué le phénomène, cette distance elle-même était énorme. Et c'est resté, j'ai eu l'impression que ça s'éloignait, mais je n'en suis pas certain. Et c'est resté au moins 1 heure, et puis finalement je suis allé me coucher. J'ai appelé une amie qui l'a vu avec moi, qui est témoin avec moi. Et là, il n'y avait aucune explication qui tenait la route. Et je n'ai jamais lu ce genre de témoignage, alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Alors nous allons tout de suite poser la question à Thierry et à Didier, et ils ont d'ailleurs peut-être des questions à te poser, Dominique. Oui, d'accord. Thierry. Alors, bonjour Dominique. Oui. Ton témoignage, j'en ai déjà rencontré plusieurs comme ça, des observations qui durent assez longtemps, de points lumineux qui se déplacent. Ce que je voulais te poser comme question, le déplacement du phénomène dans le lointain, tu l'estimes, son ampleur, son amplitude, tu l'estimes à un mouvement vraiment très conséquent ou c'était un mouvement de petite envergure? Tu veux dire la distance parcourue? Oui, c'est-à-dire entre les deux points voilà, de cercle. Un ordre d'idée, si tu tendais le bras et que tu estimes la largeur de ce battement, de ce déplacement, est-ce qu'il est grand en mesure ou est-ce qu'il est tout petit? C'est très difficile à apprécier vu que j'ai du mal à situer l'événement lui-même, mais je suis sûr que c'est, je sais pas moi, 20 km, 40 km, j'en sais rien. Oui, donc ça c'est la distance d'écartement par rapport à toi, quoi. Oui, mais enfin, non. Tu avais l'impression qu'il bougeait de plusieurs mètres dans le ciel à ta distance, toi. Voilà, exact. D'accord, ok. C'était pas quelques millimètres dans le lointain. Ah non, c'était un grand arc de cercle extrêmement étonnant. D'accord. Ouais. Voilà. Et parfait, hein. Parfait l'arc de cercle, et pas une anicroche. Didier, est-ce que tu as des questions à poser à Dominique? Effectivement, on en a des centaines et des milliers. C'est-à-dire, c'est des observations qui sont faites la nuit de points lumineux vus à des distances assez importantes, et on ne peut rien faire d'autre que de noter qu'à telle heure monsieur qui était situé à tel endroit a fait telle observation dans le ciel qui lui a paru bizarre, et puis c'est tout. Donc ensuite il y a tout un tas de vérifications qui seraient à faire, ne serait-ce qu'à commencer par vérifier au niveau de la voûte céleste s'il ne peut pas y avoir des avions qui se baladent à cet horaire-là, ou
il y a des tas d'explications envisageables. Le seul fait qu'il faut retenir, c'est que ça a interpellé suffisamment Dominique pour qu'il s'en rappelle plus de 10 ans après. Moi, j'ai déjà fait des observations comme ça, mais de soir dans le ciel qui paraissent bizarres. Mais est-ce qu'il faut vraiment relier ça au phénomène OVNI? Ça, je me pose la question que c'est très difficile dans la mesure où l'observation est faite à une distance assez importante. Donc après, il faudrait faire retracer, se remettre dans le contexte, essayer de voir si Dominique pourrait rapprocher la date d'un événement pour arriver à comparer, faire des recoupements par rapport à une date. Tu as dit que c'était en 92. Il faudrait avoir peut-être une idée plus précise de la date, essayer de voir. Oui. Ça c'est possible. Hein. Ça je peux le faire. Mais bon, en fait, si je le rattache au phénomène OVNI, c'est tout simplement parce que j'ai vu un objet volant non identifié pour moi. D'accord. Il est évident que la démarche de recherche que tu proposes là, c'est celle qui permettrait d'en faire un document valide pour une recherche. Ça, évidemment, ça me dépasse complètement. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est le sentiment qui m'a traversé à ce moment-là. Parce que le fait de voir, je dirais, d'une manière tangible, la possibilité d'une intelligence qui serait au-delà de l'humain, ça m'a comme soulagé de quelque chose. Comme si le fait qu'il y ait une altérité à la pensée humaine, ça pouvait nous sauver de la toute-puissance, quelque chose comme ça. Et j'ai senti un soulagement. Quand j'ai lu aussi les documents Humo, j'ai senti ce soulagement-là, de me dire, tiens, on peut imaginer l'altérité à l'intelligence humaine. Si c'est les humains qui font ça, qui se l'inventent, par les hypothèses que vous faites, en fait c'est très intéressant en soi. Le fait que l'humanité pense l'altérité. Oui, c'est vraiment très, très passionnant en soi. Mais il y a des accents quand même de vérité quelquefois qui sont troublants, et j'ai l'impression que le fait de voir quelque chose, ça donne source à cette possibilité de penser ça. Voilà. Ça doit être troublant, effectivement. Dans un sens comme dans un autre, d'ailleurs. Le phénomène OVNI qu'il soit, de manière plus générale, le phénomène OVNI qu'il soit, si il s'est expliqué de manière tout à fait triviale, il serait très intéressant, et s'il s'est expliqué de manière tout à fait incroyable, il serait vraiment tout aussi intéressant. C'est ça, c'est le principe qu'il y a derrière, le fait qu'on puisse se penser et imaginer, et donc concevoir et rencontrer et voir et interpréter l'autre pensée, parce que finalement nous ne connaissons que notre pensée. Exact, oui. Et nous en sommes fous d'ailleurs en ce moment, parce qu'on voit bien qu'elle nous a menés dans des situations un peu dingues. Oui. Donc voilà. Dominique, est-ce que tu souhaiterais, là tu as témoigné spontanément, mais est-ce que tu souhaiterais poursuivre des recherches sur ce que tu as vu et savoir si à ce moment-là il y avait tel ou tel avion ou telle chose Bon, écoute, franchement non. Non, d'accord. Sinon on aurait pu te mettre en contact avec une personne qui a des archives assez extraordinaires et qui répertorie justement tous ces cas pour les mettre en relation avec... c'est Franck Marie qui fait ça. Témoins, si, moi je veux bien finalement, oui. Parce que si c'est aussi précis que ça, pourquoi pas. Oui. Moi ce que je peux faire, c'est prendre ton numéro en antenne. Oui. Et puis à ce moment-là, je te rappelle, et puis je te rappelle demain. Et je te donne le numéro d'une personne que tu peux joindre pour en savoir plus, enfin qui pourra au moins essayer d'expliquer si c'est un phénomène normal, l'aviation ou autre. Ok, ça marche. Voilà, je te remercie. Je voulais dire qu'en fait, je n'ai pas vraiment le sentiment de besoin d'être convaincu, parce que de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est cette altérité en soi. Donc, les témoignages que j'ai entendus sur votre antenne, il y en a plusieurs qui sont quand même... qui posent de vraies questions sur l'altérité, que ce soit l'altérité du monde que je me représente par les médias, et qu'à ce moment il y ait une extériorité cachée, occulte, le complot, etc. Comme on voudra, ou que ce soit les extraterrestres, cette altérité, il faut la penser, parce que c'est celle qui nous rend fous, en fait. Donc, moi j'aime bien vos réflexions pour ça maintient le ciel ouvert, quoi. Voilà. Merci Dominique, ne raccroche pas, reste en antenne quelques instants, j'en prends le téléphone. Ok. Différents événements ont marqué l'actualité ufologique, Roswell, la vague belge. Déjà, est-ce qu'on a vu des choses aussi importantes se passer depuis ces deux événements, ou entre ces deux événements dans le monde ufologique ?
ça me vient pas en tête, là. À l'heure qu'il est, ça me vient pas en tête. Est-ce qu'il y a un autre événement de grande ampleur, un événement ufologique depuis la vague belge? Je me pose la question. Toi, Didier, peut-être que ça te dit quelque chose. Ouais, il y a eu la fameuse soirée du 5 novembre 90, où il y a eu pas mal de polémiques, notamment parce que il y a eu une rentrée satellitaire à la même période, donc il y a pas mal de personnes qui ont considéré que les observations du 5 novembre 90 ne rentraient pas dans le cadre d'un sujet d'étude du phénomène OVNI. Moi, j'ai moi-même fait une observation ce soir-là, pour laquelle j'ai la conviction que c'était ni plus ni moins qu'effectivement la rentrée des débris spatiaux dont parlait Velasco dès le lendemain sur TF1 d'ailleurs. Toute la France. Mais il y a eu, moi ça a été plus ou moins le point de départ de la maquette pour le sujet OVNI, c'est que je me suis aperçu que dans les jours qui ont suivi, il y avait des témoins qui décrivaient des choses radicalement différentes de ce que moi j'avais pu observer. Et j'ai fait pas mal d'enquêtes, notamment dans la Seine-Maritime, jusqu'à écrire un bouquin qui est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et pour moi, ça reste en France le dernier événement de grande ampleur. Mais c'est vrai que c'était pas comparable au niveau de la longévité à la vague belge qui a duré 2 ans et demi, alors que le 5 novembre 90 ça a duré 2-3 heures maximum, quoi. Mais il y a comme ça des cas. Il y a eu aussi au Mexique en 90-91 aussi, un peu à la même période, je crois que ça a duré après jusqu'en 92 ou 93, pas mal d'observations aussi, avec beaucoup de... C'est aussi peut-être pour ça qu'on disait qu'il y avait les journaux mexicains qui n'hésitaient pas à faire les couvertures des témoignages sur le sujet OVNI. Il y a eu pas mal de vidéos amateurs en fait. Il y a eu aussi des cassettes qui ont été commercialisées suite à ça. À l'époque, il y a eu pas mal de personnes qui ont pu filmer les évolutions d'engins. Donc il y a eu 2 ou 3 vidéos de sortie là-dessus, c'est assez impressionnant. Puis il y a eu le crash, il y a aussi le crash brésilien. Mais où en est-on aujourd'hui quant aux explications, quant aux recherches par rapport à Roswell, par rapport à la vague belge? Ça s'est arrêté? Concernant Roswell, on reste... J'ai cru comprendre qu'il y avait encore des études sur les traînées laissées dans le sol actuellement par une université américaine. Alors là, moi je me pose la question de savoir comment ont-ils réussi à trouver l'endroit exact, parce que des années après, les chercheurs ne sont pas d'accord sur le site supposé de l'impact, et même on parlait même de plusieurs sites, donc plusieurs sites simultanés, donc grand point d'interrogation pour moi, quoi. Et puis pour l'affaire pour la vague belge, on est toujours face à toute une masse de cas qui ont été étudiés plus ou moins par la SOBES, mais il y a une masse d'informations qui pourraient être nettoyées, triées, mises en valeur, et là je crois que de ce côté-là, il y a encore beaucoup de travail à faire, quoi. Sans parler des cas que la SOBES n'a pas retenus, parce que ça j'ai appris ça il y a quelques années. Il y a quelques mois aussi, la SOBES s'est centralisée sur les cas qui lui semblaient les plus intrigants, les cas de triangle, mais il y a toute une série de cas annexes, plus ou moins insolites, plus ou moins classiques, qui ont été mis de côté ou même des fois pas retenus, quoi. C'est Thierry Vatelet qui nous en parlait sur cette antenne il y a quelques semaines. Thierry Vatelet, donc je le rappelle, fondateur du FOCOM, ex-membre du FOCOM car il n'y est plus. Et il nous parlait de ça, et notamment d'un gendarme qu'il avait rencontré dans son coin et qui lui avait dit ce qu'il avait vu, et d'autres personnes qui avaient recoupé ces témoignages. Enfin, c'est vraiment assez intéressant. Quant à la vague belge, quelque chose à ajouter, Didier? Oui, moi j'ai eu la chance
pouvoir faire des enquêtes en Belgique. À l'époque, quand j'étais allé là-bas, on était parti une journée avec Joël Ménard de Lumière dans la nuit, et on avait rencontré, on avait couplé plusieurs témoins, et on avait fait comme ça en une journée plusieurs enquêtes. Et les gens, en fait, même alors nous on était allés, ça devait être en 92 ou 91, donc c'était des cas qui s'étaient produits 2-3 ans auparavant, et les gens étaient encore en attente de réponse. Et je me souviens d'une dame qui nous disait alors qu'est-ce qu'on a vu, et nous évidemment on était incapables d'apporter une réponse concrète. Il y avait eu quand même pas mal d'observations assez curieuses et vraiment très proches. La dame là, je me souviens plus le nom, mais elle avait fait une observation avec ses 2 enfants d'une masse. Alors elle nous avait pas dit que c'était plus un triangle qu'un rectangle, mais elle avait vu comme une masse qui vraiment avait frôlé le toit du voisin, et elle était rentrée apeurée. Elle s'était barricadée chez elle parce qu'elle était avec ses 2 enfants, et elle avait attendu que son mari rentre du travail pour lui faire part de son observation. Mais c'était assez troublant en fait de voir que 2-3 ans après, et les gens étaient encore très très marqués par tout ce qui a été observé en fait. Mais alors justement, revenons sur les explications officielles. La vague de 90, la vague belge, Roswell, quelles ont été les explications? Commençons par Roswell, la plus ancienne. Pour le moment, pour Roswell, les 2 explications officielles, crash d'un ballon mogul, et puis utilisation de mannequins pour des expériences aériennes, militaires aériennes. Donc ça sont les explications officielles. Alors, rappelons tout de même, si je ne me trompe pas, vous me le dites si je me trompe, mais que cette version, le premier jour, c'était une toute autre version qui est apparue de la part des généraux, des militaires sur le camp. C'est d'ailleurs ça qui a lancé le mythe, je veux dire, le côté universel planétaire de cette affaire-là, c'est que la toute première information médiatique fait part d'un crash de scoop volante, et le lendemain, je crois, ou dans les heures qui suivent, on a droit à un 2e article qui lui contredit complètement la première information. Oui, je vous rappelle cette petite annonce qu'on a écoutée en début d'émission. Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. Army officers say the missile, found sometime last week, has been inspected at Roswell, New Mexico, and sent to Wright Field, Ohio, for further inspection. Headline edition will bring you special reports and interviews in a moment. Voilà ce qu'on pouvait entendre en 1947. Donc Roswell, au tout début, les militaires ont dit c'est un disque qui est tombé. Et puis finalement, donc dès le lendemain, je crois que c'était le lendemain. Il me semble bien, oui. C'est une sonde. Un ballon sonde, oui, je crois. Un ballon sonde. Voilà, tout à fait, oui. Et à partir de là, toute l'affaire est rentrée dans l'histoire et a commencé à évoluer. Il faut dire après que l'affaire de Roswell a connu un rebondissement médiatique à partir de 78-80, quand des chercheurs privés américains ont fait paraître le premier livre sur cette affaire. Donc c'était Berlitz et Moore. Et il a fallu attendre les années 90 pour que l'affaire de Roswell prenne une ampleur beaucoup plus puissante, et ensuite le fameux film de l'autopsie qui l'a rendu célèbre, mais involontairement, voilà, dans le mauvais sens, tout à fait. Didier Gomez, sur Roswell, c'est un de vos sujets de prédilection? Disons que ça a été le premier, la chose qui m'a intéressé au tout début, donc il y a une quinzaine d'années, quand je me suis vraiment intéressé au sujet. C'est vrai que Roswell, c'était vraiment le dossier qu'il fallait pas rater, Mais il y a eu pas mal de choses dites et écrites sur Roswell, à tel point que maintenant on ne sait plus trop vraiment ce qui s'est passé. Les chercheurs américains
penche plutôt pour la récupération d'une aile delta, enfin quelque chose qui ressemblerait plus à une aile delta ou quelque chose de triangulaire plutôt qu'à une soucoupe volante. Mais ensuite il y a eu cette histoire, le film de Ray Santilli là, qui a vraiment bien noyé le poisson, à tel point que maintenant quand on évoque le sujet Roswell, il y a 90% des gens qui s'intéressent pas vraiment au sujet, quand on leur parle de Roswell, ils pensent à la créature, quoi, la créature. On reviendra au débunker, à la désinformation, juste avant la fin de cette émission. Donc ça, c'est pour Roswell. Donc explication gouvernementale, un ballon sonde. Nous en arrivons à la vague belge. Quelle a été l'explication pour la vague belge ? Disons une explication qui a souvent été donnée à cette époque-là, comme quoi cela aurait été l'avion secret américain, le F-117, enfin qu'il était pas trop... C'était un peu écarté depuis ça. Oui, voilà, tout à fait. Oui, mais à cette époque-là, c'était... ça a été l'explication officielle. Mais après, à côté de cela, il y avait d'autres explications... moins exotique que l'avion espion, l'avion invisible, avec des confusions avec certains avions militaires type AWACS, ou alors des hélicoptères aussi sur place. Mais bon, ce sont l'explication rationnelle. Voilà, moi ce que je veux, c'est les explications des autorités sur ces trois faits. En fait, moi ce que je peux dire par rapport à la vague belge, c'est que il y a eu effectivement à une certaine époque, mais pas au tout début, je pense que c'était au bout de la première année, donc ça devait être vers au début 90, on a commencé à parler, je crois en mars 90, il y avait Science et Vie qui avait sorti une édition, l'OVNI c'était lui, avec la photo du F-117. Mais au début, en fait, les autorités n'avaient pas d'explication, justement. Mais moi, je me souviens encore, j'achetais tous les journaux, La Dernière Heure, tous les journaux belges qui étaient disponibles à Paris, puisqu'à l'époque j'étais à Paris, et pratiquement tous les jours il y avait des articles sur des personnes qui avaient fait des observations, et c'était le mystère total. Ce n'est qu'au bout de quelques mois que peut-être les médias ont essayé de trouver des explications, mais encore aujourd'hui la vague belge reste non expliquée. Hein. Et alors pour la vague française, celle de 90, il y a un très bon livre de Franck Marie sur le sujet qui recense différents témoignages. Qu'en est-il de cette vague française de 90 ? Alors par rapport à ce qui s'est passé le 5 novembre 90, moi j'ai repris un peu ce qu'avait fait Franck Marie dans le département de l'Eure et de la Seine-Maritime. Et donc je me suis mis en quête de témoins et je suis arrivé à une dizaine de cas qui posent problème, donc de témoignages faisant état d'observations à très basse altitude. Mais ça, il aurait fallu que chaque association ou chaque groupement essaye de voir localement s'il n'y avait pas des témoignages qui étaient restés inédits, parce que dans le lot, c'est vrai qu'il y a eu des méprises. Il y a eu l'explication évoquée par Jean-Jacques Velasco de la rentrée des débris spatiaux, mais je sais que Joël Ménard, dans La Lumière dans la nuit, avait évoqué le sujet, il avait fait plusieurs numéros là-dessus. Il y a eu quand même des cas assez troublants, je pense à Villavard, je pense à Grèce-Armand-Villiers, où il y a eu plusieurs témoins faisant état vraiment d'observations qui rentraient pas du tout dans le cadre d'une rentrée atmosphérique. Alors, je donne le titre de ce livre de Franck Marie, c'est OVNI Contact. Voilà, ce que je l'ai sous les yeux. OVNI Contact, qui sous-intitulé Une enquête choc, 400 ovnis sur la France le 5 novembre 90, ce n'est plus de la fiction. Effectivement, ça avait troublé pas mal de monde. Voilà donc pour les explications officielles. Donc ce serait une partie de navette qui serait rentrée dans l'atmosphère et qui aurait causé autant de troubles chez tellement de personnes et qui aurait vu tant de choses différentes. C'est assez surprenant cette explication, et ça n'a pas satisfait tout le monde, loin de là. On en arrive justement aux ovnis et l'État, le GEPAN, puis le CEPRA,
le rapport Cometa il n'y a pas très longtemps, par des personnes qui travaillaient aux haute défense en sécurité. Le GEPAN, qu'est-ce que c'est, en gros, pour ceux qui découvrent ce soir? Le GEPAN, c'est une émanation du gouvernement, c'est-à-dire une volonté du gouvernement à l'époque, en 77, qui décide de créer une structure vouée à l'étude de ces phénomènes. Alors, cette structure est implantée au sein du CNES, elle est une émanation du CNES, et à partir de 77, va commencer à travailler sur le terrain et à s'entourer de consultants, de spécialistes et en même temps du concours de la gendarmerie et de l'armée. Et c'est à partir de 88 que la structure va évoluer, va changer de nom, va s'appeler CEPRA, va être beaucoup plus généraliste, c'est-à-dire s'intéresser à tout ce qui est rentrée atmosphérique et en même temps OVNI. Donc elle a disons plusieurs casquettes en même temps. Est-ce qu'elle a vraiment évolué? Est-ce qu'elle va régresser en devenant le CEPRA? On avait entendu parler de plusieurs informations. À une époque, elle avait failli être... on s'était basé dessus pour que ça devienne un CEPRA européen. Puis finalement, ça n'a pas eu lieu pour le moment. Et dernièrement, on a entendu certaines informations comme quoi elle était en voie d'extinction ou de mutation rapide. Quelque chose à nous dire, Didier Gomez, sur le GEPAN et sur le CEPRA maintenant? Mais une chose à retenir, c'est que le GEPAN à l'époque diffusait des notes d'information, donc les travaux qui étaient faits étaient publiés. Et là, depuis un petit moment maintenant, il n'y a plus le CEPRA en fait qui est le petit frère en fait du GEPAN, hein, puisque le CEPRA ça date de début 89 ou quelque chose comme ça, ne publie plus rien. Il y a juste monsieur Jean-Jacques Velasco qui est en charge de se déplacer quand il y a vraiment un témoignage qui vaut la peine, mais c'est classé ensuite dans les archives, et puis il n'y a plus du tout moyen de savoir ce qui est mené comme enquête. Les gendarmes, oui. C'est le gros paradoxe du CEPRA d'ailleurs, justement maintenant. On en a souvent parlé de ça. Disons que c'est un peu un entonnoir, quoi. Il y a beaucoup d'informations qui partent en direction du CEPRA et puis on a beaucoup de mal à les obtenir dans l'autre sens. Alors que le CEPRA, c'est notre argent de citoyens imposable qui participe, hein, donc ça semblerait normal qu'on ait quand même le droit à l'information. On va le rappeler tout de même, les gendarmeries sont dotées de différents éléments pour... Elles ont un questionnaire, un formulaire pour pouvoir recueillir tous les témoignages. Normalement, s'il se passe quelque chose dans un département, le témoin potentiel peut aller dans une gendarmerie, donner son témoignage. Ensuite, le témoignage partira en plusieurs directions. Les formulaires vont être dispatchés en France, mais un des formulaires part en direction du CEPRA. Rappelons-le, la gendarmerie, c'est l'armée, donc oui, c'est quand même pas quelque chose de rigolo, et ces personnes-là donc prennent très au sérieux au point d'avoir un formulaire. Tout à fait, oui. Ces observations d'OVNI et des lunettes peut-être aussi, des objets permettant de savoir s'il y a une... Alors, à une époque, oui, toutes les gendarmeries étaient dotées d'un appareil photo avec un objectif particulier qui permettait de prendre des photos du phénomène avec un objectif à base spectrographique, si mes souvenirs sont bons. Et les photos qui auraient été prises auraient permis de faire des analyses en fonction des raies lumineuses émises par les phénomènes, mais apparemment, à ma connaissance, je crois bien qu'il n'y a pas une seule gendarmerie qui a réussi à faire une photo de phénomène. Et je crois que maintenant, l'appareil photo et son réseau de diffraction n'est plus utilisé ni disponible dans beaucoup de gendarmeries. Messieurs, nous avons Frédéric qui souhaite vous poser une question. Frédéric, bonsoir. Oui, bonsoir. Non, c'est pas une question, parce que tout à l'heure j'entendais parler on se demandait s'il n'y avait pas eu des dernières vagues d'OVNI dernièrement, etc., de quelque chose d'assez conséquent. Et moi, il y a quand même un truc que je trouve assez conséquent. De toute façon, Internet, tout le monde sait que c'est fabuleux. Je suis tombé sur un site il n'y a pas très longtemps
vous le connaissez peut-être, ça s'appelle www.checom, les ovnis, HTM, etc. Et sont recensées là-dedans toutes les observations d'ovnis, par exemple en 2003. Et en septembre 2003, il y a au moins une trentaine d'observations d'ovnis qui sont vraiment très très bien, répertoriées. Par exemple, il y a marqué, il y a des ovnis au-dessus de Manhattan, dans le New Jersey, en Afrique du Sud, dans les Appalaches, en Angleterre, en Croatie. Non, mais c'est hallucinant. Oui. Il y en a. Vous le connaissez, ceci ? Moi, je le connais pas particulièrement, mais c'est vrai qu'on peut dire que il y a effectivement des observations partout sur la planète. Mais je pense que tout à l'heure, quand on en parlait, c'était au niveau vague, phénomène de grande ampleur. Ah, phénomène de grande ampleur. Voilà. Mais même, est-ce qu'il faut vraiment un phénomène de grande ampleur et pas quelque chose que finalement tout le monde pourrait voir, même s'il n'y en a qu'un ? Ah bah ça serait tout à fait extraordinaire, voilà. Tout à fait. Oui, un seul phénomène au bon endroit. Au bon endroit, au bon moment, mais voilà. Alors quand même, quand on voit qu'il y en a un qui est apparu, par exemple, au-dessus de Washington, le 9/03 2003, le 3 septembre 2003 à Washington. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas ? Pourquoi est-ce que... Bon, enfin, je sais pas. Il peut y avoir tellement de raisons. Ouais. Non, mais bon, il est très très sympa ce site. Ouais. Et puis alors on voit qu'il y a vraiment des je sais pas, c'est vraiment bien rangé, hein. Didier, tu voulais intervenir. En fait, je pense que tu fais référence au site de... alors, je voudrais pas me tromper. C'est les ovnis vus de près. Non, c'est un site anglais. En fait, je l'ai eu via google.com en allant sur UFO... Les dernières observations en anglais, hein, latest update UFO observation. Il y a plusieurs sites comme ça qui référencent. Je sais qu'il y a un très bon site qui s'appelle UFO Info. Il y a pas mal de. UFO Roundup aussi, je crois. Ouais, UFO Roundup aussi. Il y a pas mal de sites comme ça. Bon, alors c'est pas qu'on n'en parle pas des observations, mais on attend d'avoir confirmation auprès des différents groupements locaux. Alors si c'est une observation qui a lieu en Australie, on va essayer de se mettre en relation avec une association en Australie qui va pouvoir faire l'enquête ou au moins avoir des informations plus précises. Et donc il faut attendre peut-être plusieurs mois pour qu'on puisse avoir une vision suffisamment claire de la situation en septembre 2003. Ah oui. Oui, enfin tout à l'heure là j'étais en train de regarder un peu tout. Bon, parce que comme c'est en anglais, je regardais et il parlait aussi que la NASA refusait d'aller plus loin dans une enquête sur une apparition d'OVNI qui a eu lieu au-dessus de leur cette année. Voilà, donc en fait j'ai trouvé la photo tout à l'heure mais maintenant je l'ai perdue. J'ai plus où c'est. Mais bon. Bon, enfin, il y en a tellement. Merci Frédéric. Voilà. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Alors effectivement, on entend parler de beaucoup de choses, notamment sur Internet. On parle de la NASA, on parle des photos de la Lune. Ce sont des sujets qui reviennent assez couramment, hein, les photos de la Lune. Déjà dès les années 70. Hein. Ouais. On parle de photos floutées. Alors, le problème des photos. On reviendra aux ovnis et l'État juste après. Hein, d'accord. Le problème des photos, il y a les photos prises par les astronautes, il y a les photos de la Lune, et il y a les photos de Mars. Alors, bon, ça soulève plusieurs points de vue sur la question. Donc, moi, la seule chose qui m'étonne, c'est que si vraiment il y avait des phénomènes et que la NASA les aurait photographiés, est-ce qu'elle aurait donné le bâton pour se faire battre ? Est-ce qu'elle aurait donné les véritables photos pour qu'ensuite on lance une sorte de complot mondial en l'accusant d'avoir caché les preuves ? C'est ça qui me semble étonnant. Et ça, c'est un premier point. Deuxième point, après, sur d'autres photos, il ne faut pas oublier que la technologie utilisée pour les premières photos, aussi bien lunaires que martiennes, elle était en fonction de ce qui existait à cette époque-là, donc on peut interpréter certaines choses très facilement et déraper très très vite. Mais il est vrai qu'il y a certaines photos qui sont troublantes.
notamment certains phénomènes lumineux pris par les astronautes, on peut se poser des questions. Mais bon, voilà, les choses sont sur la balance des deux côtés. C'est comme cette photo qu'on trouve en couverture du livre du rapport Cometa, qui est tout à fait prise au Nicaragua, oui, tout à fait, oui. Complètement hallucinante cette photo. Les entreprises de désinformation dans le milieu de l'ufologie, alors tout à l'heure on parlait de Roswell et de ce fameux film qui avait semé le trouble le plus total. C'est vrai que maintenant quand on parle de Roswell, il y a toujours un sourire en coin, on pense à Jacques Pradel, quand on est en France en tout cas, on pense à Jacques Pradel, quand on voit ce qui se passe à Roswell entre les stands de vente de hot-dog avec une tête de martien et les spectacles reprenant l'arrivée sur Terre des extraterrestres potentiels. La désinformation est-elle vraiment présente dans le monde de l'ufologie ? Moi je vois qu'elle a été présente dès l'apparition du phénomène. Alors elle a été présente sous plusieurs angles, volontaires, involontaires. Bon, il y a certains auteurs qui l'ont démontré quand même. Des gens comme Sidner ou Bourdet ont fait des livres sur le sujet. Donc je pense que dans certains cas, c'est prouvé qu'il y a eu de la désinformation, qu'on a utilisé le sujet OVNI et qu'on a utilisé le sujet OVNI pour détourner l'attention. On a utilisé le sujet pour masquer d'autres activités. Didier ? Oui, tout à fait, oui. Il y a eu, comme très bon exemple, il y a eu le projet Blue Book au départ qui était censé refléter qui avait pour but de clarifier la situation et en fait il fallait à tout prix expliquer tous les phénomènes et puis et la personne qui le dirigeait d'ailleurs s'est un peu retournée dans l'autre sens. Voilà, ensuite il y a eu un revirement de la situation quand Heineck s'est aperçu que les cas quand il s'est aperçu qu'on on lui faisait dire que le phénomène n'était pas crédible et qu'il fallait présenter les cas comme étant les plus sujets à caution en disant voilà le phénomène OVNI c'est ça. Et en fait il a ensuite une opinion plus en relation avec les témoignages et il s'est aperçu qu'il y avait vraiment quelque chose de concret, que les témoins faisaient vraiment des observations qui valaient le détour. Mais il y a eu pas mal d'exemples dans l'ufologie de blackout ou de groupements. Alors il y a eu des fois c'était plus ou moins intentionnellement. Hein. Bon. Il y a eu plusieurs fois des exemples de désinformation. Il y a eu des bouquins aussi qui ont contribué à noyer un peu le poisson. Hein. Bon, il y a eu le film de moins célèbre de Pradel, qu'on a fait la créature de Jacques Pradel. Ça c'était, je pense, plus une opération commerciale qu'une entreprise de désinformation, même si effectivement ça a bien flambé l'hypothèse de Roswell et tous les travaux qui avaient été faits sur Roswell. Bon, il y aurait pas mal d'exemples à citer, effectivement. Sur la désinformation. Oui, sur la désinformation. Alors, on peut revenir, par exemple, à un sujet dont nous avons traité il n'y a pas si longtemps sur l'antenne, avec Jean-Philippe Dain, je oublie à chaque fois son prénom. Jean-Philippe Dain, on parlait ensemble de Washington, 1952, la vague. D'ailleurs, il s'est passé des choses étranges en 2002, mais bon, c'était pas aussi énorme que ce qui s'est passé en 52. En tout cas, la vague de 1952, on a parlé donc de réverbération sur les voitures qui provoquaient des phénomènes visuels dans le ciel. Pour une photo. Je crois la photo de Carousel. C'est comme ça qu'on a expliqué les faits, en tout cas. Carrément. Ouais. Là, c'est une entreprise de désinformation, on peut appeler ça comme ça ? Dans certaines explications données par les différents projets dans les années 50, les projets Blue Book, Grudge, etc., Sign, on a eu des tentatives d'explication de manière tellement bizarroïde que ça sent la désinformation à plein nez, quoi. Et on pourrait donner un autre exemple, je pense à un exemple concret où là on sent vraiment qu'il y a de la manipulation. On a appris ces dernières années, grâce à des chercheurs américains, des ufologues américains qui se sont plongés dans les archives grâce à la FOIA, la fameuse loi
d'accès oui, aux archives nationales. Aux archives, voilà. Oui. Commence à être dur, là, 2h30 du matin. Et encore, ils les sortent, mais il y a beaucoup d'endroits qui sont noircis. Voilà, donc grâce à certaines informations, ils ont appris qu'il y avait une section spéciale qui avait utilisé finalement, qui est à l'origine du thème des Men in Black, quoi. Ils se sont amusés, ou volontairement, ils sont allés faire peur à certains témoins pour rajouter un peu au phénomène, ou même dans certains cas peut-être pour empêcher que, je pense que c'était lié à l'époque, le sujet était mal vu, donc on allait un peu intimider les témoins qui allaient se taire, ceux qui commençaient un peu à en parler. Mais on sait qu'il y en a qui ont utilisé ce thème-là et qui en ont joué avec costumes, habits, et à partir de ce moment-là, le sujet a bien a suivi son cours, quoi. Il est né, il a évolué, il a grandi. On en a fait un film d'ailleurs. Didier Gomez. Oui, la désinformation, elle a été aussi. On peut évoquer aussi certains journalistes qui ont, je repasse à la vague 54 en France, qui n'ont pas pris ça au sérieux, qui n'ont pas pris les témoignages au sérieux. Donc il y a eu aussi de la désinformation de la part de certains journaux de la presse de l'époque, parce que tout le monde voyait des soucoupes volantes, et c'est vrai que pour avoir contre-enquêté au niveau local sur des affaires de l'automne 54, et pour avoir retrouvé des coupures de presse de cette époque-là, on s'aperçoit que la désinformation elle était déjà bien présente en 54. Qu'est-ce que vous pensez, Didier, Thierry, du rapport Cometa? Le rapport Cometa. N'est-ce pas, je vais vous donner une piste, n'est-ce pas une formidable chance de voir des personnes d'une si haute autorité et avec un tel grade faire paraître un livre sur le sujet des ovnis? Ça, il est vrai que de ce côté-là, c'est une grande première. Il faut l'avouer, c'est vraiment quelque chose de novateur. Bon, mais après, ce qu'il faut dire, pour relativiser les choses, c'est que ces personnes ne sont pas d'actives, hein. Ce sont quand même des retraités ou des gens qui sont dans le civil maintenant. Donc la portée n'est pas aussi puissante qu'elle pourrait l'être. Mais bon, ça reste quand même une grande première en France, quoi. Quand même des personnes qui ont un statut. Voilà, qui ont un certain poids, effectivement. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'elles font maintenant, quoi. Parce qu'elles se sont rencontrées, elles se sont réunies X fois pour sortir le rapport qu'on connaît. Mais moi, je voudrais savoir sur quoi elles travaillent actuellement, et puis quelles informations elles ont entre les mains. Donc ça pourrait être très intéressant à savoir. Et puis en même temps, si ce groupe peut s'ouvrir vers l'extérieur, au public, savoir si ils vont faire des conférences ou s'ils vont tenir des réunions publiques, ça je reste avide d'informations. C'est quand même assez énorme. Juste avant de donner la parole à Didier Gomez, donc la préface de ce livre est du général Bernard Norlin, ancien directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale. Je ne pense pas que c'est le genre de personne qui ait envie de rigoler, mais en tout cas ils ont commis ce livre, entre autres. Il y a le Denis Letty, général de l'armée de l'air, 2e section. Il y a aussi, il y a vraiment beaucoup de monde, hein, donc il y a des pilotes, il y a des directeurs techniques, des chefs d'escadron de gendarmerie nationale, il y a aussi un général de l'armée de l'air, il y a un nombre de personnes, c'est assez incroyable. André Lebeau, ancien président du Centre national d'études spatiales, le CNES, il y a aussi donc Bernard Norlin, qui je rappelle est l'ancien directeur de l'IHEDN. C'est énorme, c'est la première fois qu'on voit un livre co-signé par autant de personnalités. C'est une avancée. Oui, c'est vrai que à l'époque où le rapport Cometa est sorti, ça a fait du bruit parce que c'était le VSD qui publiait. Tout d'abord dans le VSD, oui. Et puis le deuxième impact à cette époque-là, quand il a été question de ce rapport, qui a fait beaucoup de bruit, d'ailleurs on en entend encore parler, c'est que c'est une fausse, d'ailleurs, une information qui était un petit peu transformée. Bon, quand on entend parler du rapport Cometa, on pense aussitôt au président de la République et au Premier ministre en disant oui, ce rapport il a un sacré poids parce qu'il a été transmis
au président Chirac, et c'était le Premier ministre Jospin à l'époque. Comme n'importe quelle publication, quoi. Je veux dire, on peut envoyer ce qu'on veut au président et au ministre. C'est pas ça qui fait le poids du document lui-même, qui fait sa force. Enfin, j'imagine que si moi je lui écris une main à Alexandre, et si par contre lui il reçoit un dossier de la part de ses personnalités, ça atterriront plus facilement sur son bureau. Tout à fait, oui. Mais à l'époque, on s'était un peu gargarisé avec ce genre d'informations, mais bon, ça n'avait pas d'importance en soi. C'était plutôt le document lui-même qui avait de l'importance. Maintenant, depuis, ce qu'on avait pu en juger avec le recul, est-ce que ça a eu un impact avec 3 ans ou 4 ans après, parce que c'est certain, 99, c'était quasiment le premier numéro de VSD, je crois. Ouais. Est-ce qu'il y a eu vraiment un impact positif, des réactions, quelque chose qui se fait derrière, de concret? Point d'interrogation. Didier Gomez, ta réaction sur le rapport Cometa? Moi, ce que je trouve assez hallucinant, c'est que effectivement, VSD l'avait sorti, alors je sais plus, il y a combien, il y a 2 ou 3 ans, il n'y avait pas eu du tout d'écho dans la presse, dans les médias, et là, c'est sorti aux éditions du Rocher. J'ai pas l'impression qu'il y en ait un peu plus, exact, hormis dans le milieu ufologique. Et ils n'ont pas fait de publicité, ils avaient d'ailleurs aucun budget publicitaire. Ouais, mais bon, comme par hasard, mais j'ai pas vu du tout de chronique dans les journaux de ce bouquin qui aurait pourtant dû avoir eu plus d'impact. Tout à fait. C'est pour ça qu'on essaie de le faire connaître sur la radio. D'ailleurs, je rappelle que ça s'appelle le rapport Cometa. Les ovnis et la défense, en gros, sur le devant, il y a une photo, cette fameuse photo dont on parlait tout à l'heure, de cet ovni pris par un satellite qui faisait justement une carte, une cartographie d'un territoire. Je crois que c'était de la photo aérienne, oui, par une société style IGN. Allez, je vais pas dire n'importe quoi. Pris par un avion de l'Institut géographique national du Costa Rica le 4 septembre 71. Donc on a l'altitude, etc., etc. C'est une photo très troublante. C'est aux éditions du Rocher, vous pouvez évidemment le trouver, ce livre. Oui, à la Fnac, tout à l'heure. À la Fnac, on ne sait pas où ils l'ont classé, mais en tout cas... rubrique ufologie. Rubrique ufologie, il y a une rubrique ufologie. À la Fnac, oui, assez importante, ouais. Comme à Gibert d'ailleurs, oui, c'est là les 2 grandes... Des bons rayons là, on peut trouver beaucoup de bouquins là-dessus. Voilà, puis les éditions du Rocher travaillent assez facilement avec les librairies, donc vous pouvez le commander très facilement à votre libraire, ce livre. Édition du Rocher, le rapport Cometa, les ovnis et la défense. Donc ce rapport Cometa, Didier Gomez, effectivement n'a pas eu la publicité qu'on attendait. Est-ce que c'est pour toi une avancée dans le monde de l'ufologie, ou un coup dans l'eau peut-être? Mais c'est une avancée dans un certain sens, puisque il y a quand même des hauts responsables militaires, pilotes qui parlent ouvertement du sujet OVNI et qui disent qu'une étude s'impose. Donc ça c'est une avancée dans ce sens-là, mais bon, s'il n'y a pas derrière de suite, s'il n'y a pas effectivement de conférences ou de publicité, ça va pas aller plus loin, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc c'est vrai qu'on voudrait bien que l'association Cometa qui a décidé de publier ce rapport aille un peu plus de l'avant, et moi j'ajouterais, essaye de se mettre aussi en relation avec les groupements privés pour s'appuyer justement sur la recherche qui a été faite depuis les années 50. Alors là où ça peut être positif aussi, Didier, je pense que tu me suivras sur ce terrain, c'est que des personnes qui n'osaient pas parler du sujet de peur d'être pris pour des fous, ou pour des personnes avec un petit peu trop d'imagination, peuvent très facilement montrer ce livre et dire, bah voilà, les personnes qui ont écrit ce bouquin ont un degré de responsabilité que jamais ni toi ni moi n'avons atteint. Ils ont à une époque eu une grande partie du destin du territoire entre leurs mains. Ils ont écrit ce livre. La preuve, je ne suis pas le seul à penser qu'il y a quand même des choses assez étranges. Oui, tout à fait, oui. Tout à fait, c'est de ce point de vue-là, je pense qu'il faut pas hésiter à parler de ce bouquin, justement, par rapport à ça, et dire aux témoins qu'il faut plus qu'ils aient peur de témoigner, de faire part de leur observation, et il faut que les langues se délient un peu, et qu'on arrête de considérer le phénomène OVNI comme quelque chose de tabou ou d'irréel. Voilà. Tout à fait, oui.
Alors on a parlé donc des débunkers, de la désinformation, ça nous amène évidemment au mouvement sceptique. Mouvement sceptique assez présent. Est-ce qu'on peut revenir sur différents livres Le mouvement sceptique, oui, je dirais que il est apparu en même temps que le mouvement, que le phénomène en lui-même. Hein. Dès que le phénomène s'est fait connaître, les sceptiques sont apparus, tout comme les croyants. Donc, on a quelques noms comme ça qui apparaissent régulièrement, qui sont apparus dans les années 50. Un des plus caractéristiques en France, c'était Schatzmann. Aux États-Unis, c'était Class ou Menzel aussi, je crois. Et donc après, des sceptiques qui se sont fait connaître, on en a parlé tout à l'heure avec l'hypothèse socio-psycho, c'était Monnery, Barthélemy Brucker, puis il y en a eu d'autres derrière. Donc, c'est pareil, dans ce domaine-là, il y a toute une variante, il y a les purs et durs, les bornés et les ouverts. Il y a un peu toutes les tendances, c'est un peu comme chez les croyants, les pro-trucs dans tous les sens. Ouais, voilà, c'est ça. Fait. Exactement, on a vu des livres aussi paraître de personnes assez bornées qui nient tout phénomène à partir du moment où ils n'arrivent pas, ils ne veulent pas même carrément le voir, et ils ne veulent pas qu'on apporte de réponse. Tout à fait. Le livre de Brock et Charpak. Oui, par exemple, voilà, qui a un exemple de, je dirais, vraiment étonnant de fermeture d'esprit. Étonnant. Ouais. Alors qu'on a des gens, par exemple, qui se sont illustrés dans l'autre sens. Je pense à Bertrand Meust, qui avait sorti des bouquins qui étaient relativement critiques sur le phénomène, et alors que là, un des derniers qui vient de sortir sur la vague belge était étonnamment ouvert dans l'autre sens, là, maintenant. Oui, c'est assez incroyable. Ça nous rappelle le dirigeant du projet Blue Book. Ouais. Mais ce qui est assez étonnant aussi, c'est dans ce phénomène de la désinformation, des mouvements sceptiques, c'est que des personnes n'ayant aucun rapport avec certains sujets, et là je reprends pour exemple M. Charpak, se permettent de traiter de sujets qu'ils ne connaissent pas forcément, mais ils sont auréolés d'une étiquette Nobel. C'est un peu comme le prestige de l'uniforme, là c'est le prestige de la camisole du scientifique, là, qui, parce qu'il est scientifique... est capable de donner son avis sur tous les sujets, quoi. Donc, alors que c'est complètement faux. On peut être un très bon scientifique dans un domaine de pointe et puis être complètement nul dans le reste. Hein. Et c'est assez incroyable parce que les gens les croient sur parole. Là, je vais prendre un exemple vraiment personnel. Je rentre chez moi l'autre jour, j'ai un voisin qui je dis que je fais des émissions sur les ovnis le mardi soir, présentées par Didier Deplège. Et cette personne me dit, ah oui, mais faut faire attention. Quand j'ai un ami qui voit des lumières ou qui a un souci, je lui dis, attends-moi, je viens chez toi et tu vas voir, la lumière va disparaître. Effectivement, la plupart du temps, la personne n'a plus rien. Bon, bref, il me dit, mais t'as pas lu le livre de Charpak, là, qui nous explique quelles sont les supercheries et il me prend pour exemple l'illusionnisme et autres... toutes ces choses-là, en fait, on les croit sur parole parce qu'ils sont vraiment auréolés de ce côté scientifique. Un autre livre aussi qui, en son temps, avait fait un petit peu de bruit, c'était le livre de Gilles Pétré, qui lui aussi s'en était pris aux météorologues, aux astrologues et aux ufologues. Et c'est pareil, il avait, lui, utilisé son aura de spécialiste de sciences pures et dures pour faire passer son message qui était complètement à côté de la plaque, quoi. Il y a d'ailleurs des magazines encore qui sortent actuellement, même des nouveaux magazines qui viennent de sortir, dirigés par des sceptiques. Science extrême. Voilà, c'est ça. Exactement. Incroyable. D'un revers de veste, j'ai vu disparaître les crop circles, j'ai vu tout disparaître, comme ça. C'est comme quand on prend une sorte d'éponge pour effacer une écriture à la craie sur un tableau noir. Là, c'est exactement la même chose, tout était balayé d'un revers de main. D'ailleurs, je me demande s'ils vont pouvoir faire 3 numéros, parce que tous les sujets sont expédiés à une telle vitesse, 1 page et demie, des sujets sur lesquels les gens travaillent depuis 20 ou 30 ans. Je me demande s'ils vont arriver au 3e numéro. On va voir. Didier Gomez sur les sceptiques. Oui, mais moi, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de personnes qui ont envie que tout s'explique, donc je pense que c'est un peu plus compliqué que ça, et on s'aperçoit que depuis 50 ans on n'a toujours pas trouvé d'explication pour pas mal de phénomènes, donc c'est qu'il y a encore matière à chercher. Messieurs, avant de conclure cette émission, j'aimerais savoir s'il y a des sujets
que nous n'avons pas abordé ensemble. Je commence par qui, Didier Gomez? Ouais, après je vais vous laisser. En fait, on aurait pu aborder... je pense qu'on a vu tous les sujets, mais j'aurais peut-être aimé qu'on aborde un peu plus le fonctionnement de l'association et puis tout ce qu'on est en train de mettre en place. Mais bon, ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler à un autre moment. C'est pas urgent. Alors Didier, on va rappeler comment se procurer Ufomania, le site internet. Alors voilà, je vais donner les coordonnées du site. Alors on va laisser juste quelques secondes aux auditeurs pour prendre un stylo et un papier, voilà, comme ça ne sera pas dit dans le vide. C'est bon, là, je pense que tu peux y aller. C'est le site Studio OVNI, donc http://studioovni en un seul mot .ifrance.com. On peut trouver toutes les références dessus sur la revue et sur l'association. Et donc la revue, on peut s'abonner à l'adresse suivante: Ufomania Gaillot, Gayo, Saint-Pierre-de-Conils, 81 120 Lombers. Et l'abonnement est 18 € l'année ou 32 € pour les 8 parutions, donc pour 2 ans. Voilà. Merci beaucoup Thierry Rocher, qui va lui aussi nous parler d'un sujet que nous n'avons peut-être pas abordé ce soir. Tout à fait, de 2 sujets, donc je voudrais reciter un groupe que je considère comme sérieux, même s'il est un peu controversé dans la mesure où il abrite aussi quelques sceptiques, qui est le CNEGU dans l'est de la France. On peut être sceptique, mais dans le bon sens. Tout à fait, sceptique ouvert, voilà. Tout à fait. Que je considère faire des enquêtes fouillées et très intéressantes. D'ailleurs, parmi les travaux que le CNEGU a mis en exergue, le CNEGU a découvert un sujet très intéressant qui est un cycle astronomique et qu'il a mis en pratique pour vérifier certains cas. Et c'est avec, dans certaines conditions, on a découvert que des cas d'observation pouvaient être expliqués par ce cycle astronomique. D'autre part, je voulais parler aussi une autre association dont je fais partie, qui fait un travail original et dont on ne parle pas assez, qui est la sauvegarde des archives ufologiques. Alors ce groupe s'appelle le SAU, et il existe depuis 10 ans, et il s'est spécialisé dans le tri et la sauvegarde d'archives issues de groupes ufologiques ou de particuliers qui cessent leurs activités dans ce domaine-là. Pourquoi il a été créé? Tout simplement parce qu'il y a une quinzaine d'années, on s'est rendu compte que certaines archives avaient été détruites ou avaient été dissoutes accidentellement. De nombreuses journées, de nombreuses heures, de nombreuses soirées faites utilisées par des chercheurs dans le domaine de l'ufologie avaient complètement été anéanties en l'espace de quelques minutes. Donc on s'est dit, il faut arriver à trouver des endroits pour sauvegarder ces archives. Donc on s'est lancé dans ce travail-là depuis 10 ans. Et maintenant, on a réussi à, transmettre ces archives que nous avons reçues dans des archives départementales et nationales, et créer aussi notamment un fonds ufologique dans une médiathèque qui se trouve à Metz, où on peut consulter à peu près entre 400 et 500 livres sur le sujet. Donc c'est un exemple concret de sauvegarde dans le domaine ufologique. Donc le lien, alors là, j'ai donc l'adresse aussi à vous donner. Donc pour le CNEGU, je redonne l'adresse. Donc c'est 20 rue de la Maladière, 52 000 Chaumont, et vous avez un site internet qui est cnegu.fr.st. CNEGU, CNEGU. Pour le SAU Archive OVNI, la boîte postale, c'est la boîte postale 19 91 801 Brunois-Cedex. Et donc un email qui est SCEAU, archive OVNI, en un seul mot, SAU archive OVNI, @yahoo.fr. Archive OVNI au pluriel ou pas? Alors, SAU, je vais tout épeler comme ça sera mieux. Le SAU, SCEAU, ok, c'est bon. Voilà, mais... archive, ARCHIVO. Donc SAU archive OVNI, yahoo.fr. Yahoo.fr. Et rappelons que les repas ufologiques parisiens, c'est le premier mardi de chaque mois au Flunch des Halles, et non pas le Flunch Beaubourg. Qui est fermé. Nous reprendrons à Beaubourg, ou peut-être à un autre endroit, on ne sait pas encore, on est en train d'étudier la question. Mais disons que les Halles jusqu'au mois de décembre, sûr et certain. Et il y a un site internet, c'est le www.ifrance.com/repas ufologique parisien.
Si jamais vous ne le trouvez pas, vous allez tout simplement sur un moteur de recherche, tout comme Ufomania, c'est pareil. Comme CNEGU aussi, c'est pareil. Voilà, comme CNEGU, vous allez vous taper repas ufologique parisien. On les référence sur Google, par exemple. Exactement. Pour tous ceux qui n'ont pas eu le temps de noter les adresses, il suffit d'aller sur Internet et de chercher tout ça. Merci beaucoup Didier Gomez, merci Thierry Rocher. Je crois qu'on a fait le tour du dossier pour la soirée. À une prochaine fois. À bientôt, au revoir. Au revoir.